Bonjour, je suis Nils Talibar, consultant SEO freelance, et dans cette vidéo, je vous propose d'analyser le nouveau site internet du Canard enchaîné d'un point de vue SEO. Le Canard enchaîné, c'est un journal qui existe depuis 1915 et qui a lancé son site internet en 2020 seulement, et qui vient là de mettre en ligne en septembre 2024 une nouvelle version beaucoup plus complète puisqu'on y retrouve l'ensemble des articles. Alors forcément, un journal qui a autant d'ancienneté et qui se lance véritablement sur internet en 2024, ça n'arrive pas tous les jours et c'est une réelle opportunité d'analyser les optimisations SEO qui ont été mises en place et les partis pris SEO sur ce site. Évidemment, le template principal de page sur le site d'un journal, celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la page article. Je vous propose donc qu'on regarde un petit peu plus près à quoi ressemble une page article sur le site du Canard enchaîné. Donc cette page article, elle commence par un fil d'Ariane avec ici du maillage interne vers la thématique à laquelle est rattaché l'article. On retrouve d'ailleurs ce lien qui est en doublon juste en dessous avec un nouveau lien ici vers la page thématique. Un titre qui est ici, on va retrouver la date de publication, le nom de l'auteur, un chapeau, le contenu de l'article, et ensuite on arrive sur la partie paywall. Pourquoi? Parce que le Canard enchaîné, c'est un journal payant. Tous les articles sont réservés aux abonnés et par conséquent, on a ici que le début de l'article qui est accessible pour l'utilisateur. Le reste de l'article, donc, se trouve derrière ce paywall. Ensuite, on retrouve le nom de l'auteur de l'article. Ici, du maillage interne vers des pages tags qu'on va pouvoir regarder tout à l'heure. Du maillage interne ici vers 3 autres articles. Ici, on a aussi un petit peu de maillage interne vers 2 pages qui sont mises en avant. Et puis après, on arrive rapidement sur le footer. Voilà pour cette page article, un petit aperçu. On va maintenant pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. D'abord, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est le balisage de la page. Donc un balisage qui respecte une logique hiérarchique assez classique. On a ici un titre qui est dans la balise H1. On voit que ce titre, il reprend non seulement le titre de l'article ici, mais aussi le pré-titre qu'on trouve ici, les deux étant séparés par un tiret. Le H1, c'est l'ensemble de cet élément-là. Ensuite, le chapeau, donc qui est ce petit texte introductif ici, on voit qu'il a été balisé en H2, l'intégralité du chapeau. Puis on retrouve ensuite un H2 sur le titre de section, sur le même sujet, qui est donc juste en dessous de l'article. Voilà, c'est ici, sur le même sujet. Et en dessous, on a une section qui est visuellement similaire à le choix de la rédaction, mais ici, le choix a été fait de ne pas mettre de balisage en H2 sur cette partie. Si on continue notre analyse de cette page article, on va jeter un œil du côté du title et de la métadescription. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc le title, on est sur quelque chose d'assez classique, un format pré-titre de point, le titre de l'article, suivi ici du nom du journal, le Canard enchaîné. Et la métadescription, c'est une reprise du début du chapeau, puisqu'on voit que ici, il est un petit peu tronqué. Enfin, on retrouve ce texte ici, mais là qui est tronqué à partir d'un certain nombre de caractères dans la métadescription. Ce qu'on peut regarder de plus près également, ce sont les données structurées. Donc pour regarder un petit peu plus près les données structurées, je vous propose d'utiliser les deux outils de test des données structurées qu'on a à disposition. L'outil de test des résultats enrichis côté Google et puis sur le schéma.org, l'outil de validation du balisage. Donc on va ici renseigner l'URL de cet article, on va faire tester l'URL. Même chose côté outil de validation des données structurées. On va commencer par regarder sur l'outil de validation du balisage, puisqu'on a déjà le résultat. 3 types de propriétés qu'on peut retrouver. La propriété web page. Ici, on voit qu'on a deux propriétés en particulier. On a last review avec la date de dernière modification de l'article. Et on a 3 propriétés related link avec les liens de maillage interne vers les 3 articles qu'on retrouvait ici, voilà, dans le maillage interne.
Au passage, on note ici que le canard enchaîné a conservé les liens de pré-prod. Donc là, il y aura un petit quelque chose à corriger ici sur les liens related link dans les données structurées. Deuxième propriété qu'on retrouve, c'est breadcrumb list. Breadcrumb list, c'est évidemment pour le fil d'Ariane. On retrouve de différents éléments du fil d'Ariane qui sont balisés ici. Donc c'est du JSON-LD pour les trois propriétés. Ici, on est sur des choses assez classiques. Et puis, évidemment, pour un article de journal, le balisage news article. News article, c'est le balisage qui est adapté aux articles de presse. On va y retrouver le titre de l'article. On voit ici d'ailleurs que c'est une reprise du title, puisqu'on a conservé non seulement le pré-titre et le titre de l'article, mais aussi le nom du journal, donc le canal enchaîné, alternative headline, la balise, la propriété description, pardon, qui ici est une reprise du chapeau. Voilà. L'image, alors ce qui est intéressant, c'est que le canard enchaîné, c'est un journal qui n'a pas de photo. Donc, quel parti pris est-ce qu'ils ont pris pour les images et pour cette propriété image? Eh bien, il y a généralement un dessin d'un dessinateur de presse sur les articles, mais c'est pas le cas forcément sur l'ensemble des articles. Donc, quand c'est le cas, on voit que c'est cette image qui a été reprise. Voilà. En revanche, on va pouvoir faire le test après sur un autre article qui n'a pas forcément d'illustration. Je vous propose d'ailleurs de faire le test tout de suite. On va aller chercher un autre article. Je pense que sur celui-ci, alors là, on a une illustration. Donc, mauvais choix. On va peut-être aller sur celui-ci. Là, on a encore une illustration. Voilà, sur cet article-là, on n'a pas de dessin pour illustrer. Donc, on va voir quel choix a été fait par le canard pour la propriété image. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, news article, image. Voilà, là, on voit, on a une image placeholder. Si on regarde cette image, voilà, on a cette image-là qui est une image par défaut qui a été choisie à partir du moment où l'article n'a pas de dessin pour être illustré. La date de publication, la date de modification. Ici, on a aussi des mots-clés. On peut penser que les mots-clés, ce sont les tags qui ont été repris sur l'article. Si je descends, voir la liste des tags, voilà. Michel Barnier, gouvernement. C'est ce qu'on retrouve sur la propriété keyword, ici. Un point intéressant à regarder concernant les données structurées, c'est comment gérer le paywall. Le paywall, donc, on l'a vu, c'est ce qui permet ici d'avoir une partie de l'article accessible pour l'utilisateur, mais une autre partie qui est accessible en étant connecté et donc en étant abonné. Comment est-ce que le canard enchaîné gère ça? Il y a plusieurs méthodes pour gérer les paywalls. Il y a des méthodes qui sont d'ailleurs plus ou moins compatibles SEO, plus ou moins SEO friendly. Il y a des méthodes front où on peut masquer à l'utilisateur le contenu payant avec du JS ou du CSS et derrière on lui affiche uniquement ce bloc. Il y a aussi des méthodes back où le contenu n'est pas du tout consultable dans le code source, le contenu payant n'est pas du tout consultable dans le code source, mais peut quand même être transmis à Google. À partir du moment où on utilise une méthode front, le contenu il est transmis à Google, puisqu'il est uniquement masqué à l'utilisateur par du CSS ou par du JavaScript. Avec une méthode back, le contenu n'est pas présent dans le code source, mais on peut quand même en transmettre la totalité à Google. On va voir ici quelle méthode le canard enchaîné a choisi. Ici, quand on va regarder le balisage des données structurées de type paywall, donc là, on retrouve ici notre balisage. On a bien précisé à quel endroit était le contenu payant. Et ici, quand on regarde avec l'outil de validation des données structurées, on retrouve à l'endroit du contenu payant le texte de base sur le paywall. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder avec l'outil de test des résultats enrichis de Google. On retrouve ici notre partie contenu soumis à un paywall. Quand on va regarder un petit peu plus en détail, dans la propriété article body, ici, on va retrouver la totalité du contenu de l'article. Donc, on la retrouve ici dans nos données structurées article body.
Quand on va regarder la capture d'écran de la page, on voit que notre article, il se termine ici. On ne fait plus que des rapports d'audience, c'est la dernière phrase. Quand on regarde la donnée structurée et la capture d'écran avec l'outil de test des résultats enrichis de Google, on voit qu'on a la suite du contenu ici. Et donc en effet, quand on va aller regarder le code source, on va retrouver le contenu complet de notre article. Donc là, voilà, c'est ici. Là, on a la partie du contenu qui est gratuite, avec une div, avec une classe non paywall. Et ensuite, on a une classe paywall ici, où on retrouve la partie payante de l'article. Alors pourtant, si on va regarder le code source de notre article, vous allez voir, voilà, le contenu, il se termine ici. À la suite de ça, on n'a plus rien. Ici, on a la partie du paywall, qui était ce qui remontait sur l'outil schéma.org. Quand on regarde les données structurées, ce qui va être intéressant, c'est de regarder la propriété article body. Ici, on voit que la propriété article body, elle est vide. Or, sur l'outil de test des résultats enrichis, cette propriété, elle est complétée avec le contenu complet de l'article. Donc, vous l'avez compris, on présente un contenu différent à l'utilisateur et au moteur de recherche. C'est une forme de cloaking, mais une forme de cloaking qui est autorisée par Googlebot, précisément dans le cas où on a des contenus payants et où on a un paywall. À partir du moment où on utilise ces données structurées, donc adaptées au paywall, ce n'est pas considéré comme du cloaking et comme une technique de dissimulation par Google. Là, c'est donc la solution qu'a choisi le Canard enchaîné, de faire cet aspect de cloaking, pas seulement sur User Agent, puisque si je change mon User Agent en Googlebot, j'ai toujours la partie du contenu accessible uniquement aux utilisateurs. Je ne retrouve pas le contenu accessible au moteur de recherche. Donc c'est un petit peu plus poussé qu'un simple cloaking sur User Agent. Sachant que là, comme vous le savez peut-être, l'outil de test des résultats enrichis n'utilise pas User Agent Googlebot. Il utilise l'User Agent Googlebot Inspection Tool, comme d'ailleurs sur la Search Console. Et donc là, ça signifie donc que ce User Agent Google Inspection Tool n'a pas été bloqué, puisqu'on peut accéder à l'intégralité du contenu en passant par l'outil de test des résultats enrichis. Voilà pour nos données structurées. Ce que je vous propose désormais, c'est qu'on retourne sur notre page article et qu'on parte un petit peu de cette page article pour aller explorer les autres templates de page. Le premier template sur lequel on peut remonter, on va partir du fil d'Ariane, c'est le template thématique. Donc ces pages thématiques, elles sont listées ici dans le menu de navigation. Ce sont des pages de catégories qui vont lister des articles. Alors ces pages de catégories, on a 3 articles ici qui sont mis en avant. Et après, quand on va descendre, on va trouver au total 60 articles. Donc pas besoin de compter, vous pouvez me faire confiance, on a 60 articles qui sont listés. 60 articles, c'est bien parce que c'est un nombre qui est élevé et qui en fait va nous permettre de limiter le nombre de pages de pagination. Les pages de pagination, ce sont des pages qui n'ont aucune plus-value pour le SEO. Leur intérêt, c'est d'assurer le maillage interne vers les articles, de manière à ce que, d'une part, l'utilisateur puisse accéder à ces articles, mais aussi que les robots d'exploration des moteurs de recherche puissent aller explorer et indexer ces pages. Or, si on liste par exemple 10 articles par page de pagination seulement, on va vite se retrouver avec des dizaines, des centaines de pages de pagination. Donc là, déjà, le fait d'en afficher 60 par page, ça nous permet de limiter un petit peu le volume de pages de pagination, d'autant plus que le nombre de contenus sur un site média, il est vite amené à augmenter. Il va augmenter parce qu'il va y avoir de nouveaux articles chaque semaine. Vous savez, le Canard, c'est un hebdomadaire. Et puis, il va aussi potentiellement augmenter puisque le Canard enchaîné a annoncé qu'il mettrait en ligne ses archives. Donc, on peut vite se retrouver avec des milliers d'articles en ligne et forcément beaucoup de pages de pagination. Et la deuxième problématique liée à la pagination, c'est aussi la gestion du maillage interne vers les pages de pagination.
Donc aujourd'hui, on voit qu'on a ce maillage interne qui est assuré par ce bloc en bas de page. Là, je suis sur la catégorie qui a le plus d'articles jusqu'à présent, la catégorie politique. On voit qu'on s'arrête à 4 pages de pagination. Mais ce qui sera intéressant de regarder, c'est quel maillage interne va être mis en place dès lors qu'on aura des dizaines, voire des centaines de pages de pagination. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a aussi des mécanismes de maillage interne qui permettent de limiter les niveaux de profondeur vers la pagination. Là, ce qui serait embêtant, c'est par exemple si je veux accéder à une page qui est beaucoup plus loin, de devoir cliquer sur suivant, 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 etc. Ça augmente considérablement les niveaux de profondeur. Avec un maillage interne optimisé pour diminuer les niveaux de profondeur vers les pages de pagination, forcément on diminue les niveaux de profondeur vers les articles qui sont liés depuis ces pages de pagination, et donc on s'assure que Google va réussir à atteindre ces articles, et donc que ces articles vont toujours être explorés par Google et vont déjà avoir un minimum de popularité interne, et puis vont aussi rester indexés par Google. Puisqu'un article que Google ne peut plus aller explorer, le risque c'est qu'il perde en visibilité et que Google finisse par le désindexer de ses résultats de recherche. Donc là, il va être très intéressant de suivre l'évolution du site avec l'évolution de la volumétrie des pages de contenu pour voir un petit peu comment cette pagination et le maillage interne vers la pagination va évoluer. Ce sur quoi on peut s'attarder également, c'est l'optimisation un petit peu de cette page, que ce soit en termes de title, de métadescription, de H1. Donc sur le H1, sur le balisage, on va voir ici qu'on a que le titre qui a été balisé en H1. D'ailleurs, il y a le petit tiret ici en plus qui a été balisé dans le H1. Et si on s'intéresse aussi au title, à la métadescription, ici on a un title politique française, les dernières infos et enquête du canard enchaîné. On voit que le title, il a été un petit peu personnalisé par rapport au titre de la catégorie, puisque le titre c'est politique. Ici, on a mis politique française. Et sur la métadescription, article, enquête et vidéo du canard enchaîné sur la thématique politique. Élection, nouveau gouvernement, débat, coulisses. Là, on voit quand même qu'on a une partie qui a été personnalisée, avec au début plutôt un modèle de métadescription sur la thématique, tac, nom de la thématique. Mais là, c'est quelque chose qui a été un petit peu personnalisé. Ce qui est intéressant également, c'est quand on va aller sur les pages de pagination de ces catégories thématiques, vous allez voir que le title, la métadescription et le titre en H1 vont évoluer pour reprendre le numéro de la page de pagination. Là, on n'a plus seulement politique, on a politique page 2, donc un titre H1 qui est différent. On le retrouve ici dans le fil d'Ariane avec notre maillage interne vers la première page de la catégorie politique. Et si on regarde notre title, notre métadescription, on a ici actualité politique page 2, donc on a repris le numéro de page, et même chose dans la métadescription, politique page 2, tous les articles politique page 2 à lire sur le site du canard enchaîné. Ça permet ici d'éviter la duplication des titles, des métadescriptions entre les pages. La même chose ici pour le titre H1. H1, ça permet d'avoir des éléments comme ça qui sont différents d'une page à l'autre et d'éviter la duplication. On va continuer notre exploration du maillage interne depuis la page article. On vient de voir le maillage interne vers la page catégorie, la page thématique. Ce qu'on va pouvoir regarder maintenant, c'est le maillage interne vers la page auteur. Alors, le maillage interne vers la page auteur, il y a normalement un lien ici vers la fiche auteur. Là, il n'y en a pas sur cette page. Même chose, si je vais un petit peu plus bas ici, on voit qu'il n'y en a pas. C'est le cas sur certains auteurs. Alors, je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait, si on regarde les données structurées, on va voir ici, en fait, il y a une page auteur qui existe. Voilà, elle est ici. On a l'URL de la page auteur. On va pouvoir aller la visiter. Et on retrouve d'ailleurs le lien vers l'article qu'on vient de consulter. Mais pour autant, là, ici, pas de maillage interne depuis cet article. Alors, est-ce que c'est parce que cet auteur n'a pas encore de biographie? Vraisemblablement, c'est pas le cas, puisque j'ai vu d'autres auteurs qui n'avaient pas forcément de biographie ici, qui avaient quand même du maillage interne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir d'une page article avec du maillage interne vers la page auteur. Donc là, voilà, on a bien ici un lien interne vers notre page auteur. Et on arrive sur cette page auteur. Donc sur cette page, on retrouve le nom du journaliste. On va retrouver ici une petite biographie et la liste de l'ensemble des articles rédigés par cet auteur. On va pas le voir sur cette page, mais
Si on regarde sur une autre page auteur, vous allez voir que la pagination, elle est fixée à 50 articles par page sur les pages auteurs. Là, si je descends ici, si je scroll, vous allez voir qu'on a déjà de la pagination. Voilà, on trouve notre pagination ici sur les pages auteurs. En bas, on a du maillage interne vers les autres pages auteurs. On a également une page qui va lister l'ensemble des auteurs. En termes d'optimisation, on est sur des choses assez classiques également. Un H1 ici sur le nom de l'auteur, un H2 sur les articles, un H2 sur Plume de Canard. Ce sont les différentes sections ici de notre page auteur. En termes de title et de métadescription, on est sur des modèles de title de métadescription pour l'ensemble des pages auteurs. Puisqu'on retrouve le nom du journaliste avec bio, info et article, le canard enchaîné. Et là, les articles 2, le nom du journaliste au canard enchaîné. Découvrez tous les articles 2, le nom du journaliste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces pages auteurs, elles sont quand même optimisées. Souvent, sur des sites et sur certains CMS, et notamment sur WordPress, qui va nous créer des pages auteurs, on va uniquement retrouver une liste d'articles. Et on a des pages auteurs qui sont pas du tout travaillées. Là, on a vraiment une page auteur qui a été travaillée avec une caricature ici de l'auteur, une petite biographie et la liste des articles. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue SEO que des pages auteurs qui vont se contenter de lister des articles. Autre template de page, on va pouvoir repartir là de notre page article, c'est le template tag. On voit qu'à la fin de certains articles, on a des tags qui vont déclencher la création d'une page. Donc là, je vais cliquer sur ce tag, c'est le tag ici, Rassemblement National, et on va retrouver tous les articles qui ont le même tag. Donc les pages tags, c'est aussi un piège sur certains CMS, et quand je dis certains CMS, je pense à WordPress, où souvent on va créer des tags en se disant juste le tag, c'est un mot-clé, ça va nous aider à être mieux positionné sur ce mot-clé, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Parfois, on va créer des tags, mais on va créer beaucoup de tags en doublon. On va créer des tags aussi qui vont être en doublon avec les catégories qu'on a créées. On va créer des tags qui vont ne lister qu'un seul article, donc ça génère des pages qui sont très pauvres en contenu. Là, c'est globalement pas le cas sur le site du Canard enchaîné. On voit déjà qu'on a beaucoup d'articles qui sont rattachés à ce tag. On voit que notre titre ici, il a été un petit peu travaillé. Article sur le thème avec le nom du tag. Notre title, il a été un petit peu optimisé ici. On a un title, alors on va le regarder un petit peu plus près, au format tag de points tous les articles concernant le tag. Même chose pour la métadescription sur laquelle on a un modèle. Et des tags comme ça, on en a 135 au moment où je tourne cette vidéo. On peut regarder ça d'un petit peu plus près en allant voir le sitemap. Vous allez voir, hop, on va faire une recherche ici sur tag. Ah, on a 134 là maintenant. Et on voit ici l'ensemble des tags. Ce qui serait intéressant de savoir, ce sont les consignes, les recommandations un petit peu qui ont été données aux journalistes pour que cette gestion des tags, elle n'évolue pas de façon anarchique sur le site. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très rapidement se retrouver avec des tags en doublon ou avec des pages tags qui ne listent qu'un seul article. Donc, comme je le disais, ça génère des pages très pauvres en contenu. Et donc là, il faut voir comment ça va évoluer. Quand je parle de tags en doublon, je vais vous donner un exemple. Alors là, j'ai mal choisi un exemple. Voilà. Non, là, je vais pas. On va revenir sur les pages tags. Hop. Voilà, là, par exemple, si je prends le tag Emmanuel Macron, le risque, ce serait d'avoir un tag Emmanuel Macron et un tag Macron. Et comme ça, on aurait ce tag-là qui serait en doublon. Même chose pour des noms de partis politiques. Là, par exemple, on pourrait avoir un tag Rassemblement National et à côté un tag RN. Donc, si on ne prête pas attention comme ça à la création des tags, on risque de se retrouver avec des doublons. L'autre piège aussi, c'est de créer des tags qui vont être attachés à un seul article. Je vais vous montrer un exemple sur ce tag-là. On va aller consulter. Là, on voit qu'on n'a qu'un seul article qui est listé sur ce tag GAFAM.
Donc forcément, ça crée une page qui, en termes de contenu, est un petit peu légère. L'objectif, quand on crée un tag comme ça, c'est que ça permette d'assurer une vraie navigation transverse sur le site, que ça permette aussi de créer des pages qui viennent se positionner sur ces mots-clés, des noms des tags qu'on a vus, que ce soit GAFAM, que ce soit des noms de pays, des noms de personnalités politiques, des noms de partis politiques. Mais là, on a une page qui manque un petit peu de contenu, donc on peut penser qu'il y a d'autres articles qui vont venir s'ajouter. La question, c'est est-ce que on ouvre un tag en se disant il va y avoir d'autres articles qui vont venir s'ajouter? Est-ce qu'on ouvre un tag en se disant on a déjà plusieurs articles auxquels on peut associer ce tag? Donc là, je ne sais pas quelles sont les recommandations SEO données pour le canard enchaîné concernant la gestion des tags, mais il faut faire attention à ça parce que ça peut vite devenir assez anarchique, comme je le disais, avec des pages en doublon, des pages assez pauvres en contenu. On a vu qu'il y avait des pages auteurs pour les journalistes, il y a également des pages pour les dessinateurs. Donc là, je vais aller sur la partie dessin. On va voir ici les derniers dessins. Et pour accéder à la page des dessinateurs, on va aller ici sur nos dessinateurs. On va pouvoir aller ici sur une page dessinateur. Là, on voit qu'on a le nom du dessinateur, la petite biographie et les derniers dessins qui ont été publiés. Ce qui est intéressant quand on clique sur un dessin, c'est que ça ne nous génère pas une nouvelle URL indexable par Google. Là, ce serait un petit peu un piège qu'on voit parfois sur certains sites, où en fait, on a une URL, une page créée pour chaque image. Évidemment, ça nous fait des pages qui sont assez pauvres en contenu puisqu'on trouve uniquement l'image sur cette page. Là, c'est pas le cas. On voit que cette image, elle s'ouvre en restant sur la même URL. On a des images d'ailleurs qui sont au format WebP, donc il y a un format de compression plus efficace que le PNG ou le JPEG. Donc là, c'est intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi de voir que les liens vers... donc là, on a un lien vers le compte Instagram du dessinateur en question, on a un lien vers son site internet. Ces liens, ils ont été obfusqués. On va parler un petit peu d'obfuscation quand on va regarder le footer juste après. Mais là, on voit que ces liens, ils ont été obfusqués, c'est-à-dire que si je regarde un petit peu plus en détail le code de la page, voilà, là, notre lien, il est dans un span, dans une balise button, et on n'a pas de lien au format Ahref vers le site internet. Et puisqu'on parle d'obfuscation, je vais vous montrer justement le footer du site. Ce qui est intéressant aussi dans ce footer, c'est que quasiment tous les liens, à l'exception de ceux qui sont dans la section ici cœur de canard, ont été obfusqués. Là, on a bien des liens au format Ahref classique. En revanche, tous les liens ici sur la partie boutique qui mènent vers un sous-domaine différent, vers le sous-domaine boutique, tous les liens ici externes vers les réseaux sociaux, vers les stores, vers l'App Store, vers Google Play, ou tous les liens vers les pages de mention légale ici ont été obfusqués. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail. On va chercher par exemple la partie mention légale. On voit que notre lien, ici, il est dans un button. On a une balise de formulaire. Et ici, on a juste la mention value qui va changer d'un lien à l'autre, qui permet de renvoyer vers la même page, mais on n'a pas de lien au format href pour tous ces liens en footer. Alors pourquoi ce choix? Les liens qui sont en footer, ils sont répétés sur l'ensemble des pages du site. Forcément, quand on va avoir, comme le canard enchaîné, à terme des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de pages, ces liens vers ces pages de mention légale et ces liens aussi vers les réseaux sociaux, c'est de la popularité interne qui est perdue. On va soit envoyer vers l'extérieur, vers les GAFAM, vers les sites des GAFAM, là dont on parlait tout à l'heure, qu'on va soit envoyer vers des pages légales, un petit peu mention légale, politique de confidentialité, CGV, etc., vers lesquelles on ne souhaite pas forcément envoyer beaucoup de popularité interne, puisque notre intérêt, c'est avant tout de la popularité interne, elle soit orientée vers les catégories thématiques, vers les articles, vers les pages utiles du site. Donc là, on a mis en place de l'obfuscation pour orienter la popularité interne vers les pages utiles. Et on a juste fait le choix de ne pas obfusquer ici ces liens vers ces pages-là, qui ne sont donc pas des pages de mention légale ou pas des pages vers des sites externes, type réseaux sociaux ou les stores. La conséquence de ça, d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde, c'est que la page de mention légale du canard enchaîné, elle n'a même pas été indexée. Pourtant, elle n'est pas en no-index.
Voilà, ici, la valise, robot, il y a pas de nom index, la canonical, elle peut bien avoir la bonne URL. Vous pouvez me faire confiance aussi parce que j'ai regardé, mais on n'a pas, heu, de header HTTP, d'entête HTTP, non index et si on regarde cette page-là, en fait, elle n'a pas été indexée par Google. Elle n'a pas été indexée quand on regarde avec une commande site de points. Si on met un petit peu de contenu de la page aussi, entre guillemets, on retrouve pas ce texte, hein, sur internet. Si on essaye par exemple de faire ça, alors peut-être qu'on va le retrouver, voilà, sur d'autres sites, mais si on fait site de points et qu'on regarde sur le domaine du canard enchaîné, voilà, on ne retrouve rien. Donc cette page mention légale, aujourd'hui, elle n'a même pas été indexée par Google. C'est signe que l'obfuscation est assez efficace. On l'a vu tout à l'heure rapidement, le sitemap XML. Je vous propose qu'on le regarde un petit peu de plus près en passant par le fichier robot.txt. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier robot.txt? Bah, tout d'abord, on nous précise l'URL des deux sitemaps XML. Pourquoi deux? Parce qu'on a un fichier sitemap XML classique et puis on a un sitemap dédié à Google News, à Google Actualité. On va y revenir juste après, mais on continue de regarder ce fichier robot.txt. On a un isolo sur les URL des pages de résultats de recherche, donc là quelque chose d'assez classique. Et puis on a un isolo sur certains user agents, tous ceux qui sont liés notamment à de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle. On retrouve ici ChatGPT, on va retrouver Claude, on va retrouver Anthropic. Donc là, on voit que ces user agents ont été bloqués à l'exploration sur le site du canard enchaîné. Deux URL de sitemap donc qui sont mentionnés dans le fichier robot.txt. La première, c'est le sitemap Google News. Le sitemap Google Actualité, il doit lister les articles publiés au cours des 2 derniers jours. C'est ce que précise Google, hein, dans ses recommandations. Ou alors, s'il liste des URL un petit peu plus anciennes, eh ben, il ne faut pas mentionner cette balise news de point news. Là, quand on regarde, on trouve en effet les articles les plus récents. Par contre, on voit qu'on a aussi des articles un petit peu plus anciens. Là, 22 septembre, il y a déjà une semaine d'écart par rapport à notre article qui est au-dessus, le premier, puisqu'il date du 29 septembre. Donc on voit qu'on a un sitemap de l'actualité qui mentionne des articles un petit peu plus anciens que les deux derniers jours préconisés par Google. Bon, il n'y a pas de conséquences particulières à cela. On va maintenant regarder notre sitemap XML. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un sitemap XML qui va lister l'ensemble des pages du site sur un seul fichier. Donc pour rappel, les recommandations du protocole sitemap, c'est d'avoir un fichier sitemap XML qui fait soit au maximum 50 mégas, soit qui au maximum va lister 50 000 URL. Pour l'instant, on est loin des 50 000 URL, et sur des sites médias comme ça peut aller assez vite. Donc il sera intéressant de regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment va évoluer ce fichier sitemap XML du canard, et est-ce qu'on va avoir un fichier index sitemap qui va lister plusieurs sitemaps individuels. Ça peut être soit des sitemaps par typologie de page, hein, on pourrait retrouver un sitemap qui va lister l'ensemble des articles, un sitemap qui va lister l'ensemble des tags, un sitemap qui va lister l'ensemble des auteurs, etc. Ça peut être une combinaison de sitemap par typologie de page et aussi par date, hein, lister les articles par date de publication, soit tout simplement une espèce de pagination, hein, avec des sitemaps articles par numéro qui vont lister l'ensemble des articles. Dès qu'on arrive à cette limite des 50 000 URL, on passe à un nouveau sitemap. Donc là, on peut penser que ce sitemap, il évoluera dès lors qu'on atteindra la limite des 50 000 URL. L'intérêt aussi, hein, de pouvoir ensuite faire des sitemaps par typologie de page, c'est de pouvoir regarder plus précisément sur Google Search Console l'indexation par typologie de page ou par date de publication des articles, si jamais on fait des sitemaps par date. Vous savez que sur Google, on peut déclarer ces sitemaps sur Google Search Console, pardon, on peut déclarer sur ces sitemaps et on peut vérifier l'indexation par sitemap. Donc ça nous permet de voir si on a une indexation complète sur les articles les plus anciens en particulier. Une autre problématique qui pourra se poser à terme pour le site du canard enchaîné en lien avec l'indexation, pardon, c'est de savoir comment est-ce que le canard enchaîné va assurer
l'exploration et l'indexation de ces articles les plus anciens. S'il y a des archives qui sont ajoutées, notamment, ce sera intéressant de voir comment est-ce que ça va évoluer. C'est aussi en lien avec la gestion de la pagination qu'on a vu sur les catégories, hein. Est-ce qu'on va faire des paginations avec des dizaines, des centaines de milliers de pages? Ou est-ce qu'on va mettre en place un système d'archives, comme l'ont mis en place certains journaux, pour permettre à Google d'aller explorer et indexer tous les anciens articles? Là, on ne trouve pas encore de lien vers les pages archives et vers tous les anciens articles sur le site du Canard, mais je vais vous montrer un exemple sur un autre site, hein, sur le site du Monde, par exemple, ce qui a été mis en place. On va aller dans la partie footer et on va retrouver ici dans le footer un lien vers nos archives. Et là, on voit que le Monde a mis en place un système d'archives par date, donc avec d'abord un tri par année. On va pouvoir aller sur une année, ensuite on va descendre, on va retrouver les mois. Ensuite, quand on va cliquer sur le mois, on va pouvoir les filtrer par jour. Et donc, si je choisis une date en particulier, on va retrouver ici donc une page dédiée avec la liste de tous les articles publiés ce jour-là. Donc ça permet de minimiser les niveaux de profondeur vers l'ensemble des articles qui sont en ligne sur le site du Monde. Et donc ça facilite l'exploration et l'indexation de l'ensemble de ces articles par les robots d'exploration des moteurs de recherche. Même chose si je vous montre sur le Parisien, par exemple, hein. Le Parisien.fr, on va retrouver en footer du site un lien vers nos pages archives. On a un système un petit peu différent de celui mis en place sur le site du Monde qui a été adopté, mais ici d'ailleurs on voit en footer qu'on a les liens vers les archives des dernières années. On va pouvoir cliquer sur 2019 ici. On retrouve les liens ici vers d'autres années, hein. On a déjà des archives qui remontent jusqu'à l'année 2000. Et ensuite, sur notre page de l'année 2019, on retrouve un lien vers l'ensemble des dates de l'année 2019. Donc là, quand je clique ensuite sur une date, on retrouve l'ensemble des articles, l'ensemble des liens vers les articles publiés ce jour-là. Donc pas de système similaire encore en place sur le site du Canard enchaîné. C'est normal puisqu'aujourd'hui, on a entre 800 et 1000 articles qui ont été mis en ligne. Donc c'est encore assez peu pour avoir des problématiques d'exploration, d'indexation qui se posent. Mais ces problématiques, elles vont vite se poser dès lors qu'on aura une volumétrie de contenu beaucoup plus importante. Voilà, on a fait le tour du site du Canard enchaîné. On a regardé un petit peu les optimisations SEO mises en place, les partis pris SEO également avec cette nouvelle version. C'est toujours intéressant quand on a un site média qui est mis en ligne de regarder un petit peu tout ça. Et là maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir à partir du moment où la volumétrie de pages de contenu va augmenter sur le site, et ça devrait être le cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment est-ce que tout ça aussi va évoluer pour permettre à Google d'assurer la bonne exploration, la bonne indexation de l'ensemble des articles et en particulier des articles plus anciens qui ont été publiés.